L'incident de la grotte de Sterkfontein, c'était le 29 septembre 1984. Un explorateur de grotte nommé Nuno Gomes explorait des sections non cartographiées de la grotte de Sterkfontein en Afrique du Sud. Il était accompagné de ses deux amis Peter Verhelsel et Malcolm. Ensemble, ils avaient prévu de poser une ligne de vie depuis l'entrée jusqu'au point le plus éloigné de la zone humide de la grotte connue sous le nom de Milne Hall. Le plan était que Nuno entre et place le fil d'Ariane, tandis que Peter et Malcolm attendaient à l'extérieur pour l'assister depuis la surface. Nuno a plongé dans l'eau et a réussi à poser la ligne couvrant une distance de 386 pieds depuis l'entrée jusqu'au bout. Heureux de ce succès, les trois amis ont décidé de retourner à l'intérieur et de suivre la nouvelle ligne directrice. Une fois qu'ils ont atteint la poche d'air à l'extrémité, ils étaient satisfaits d'avoir réussi à cartographier cette section de la grotte. Ils ont alors fait demi-tour et ont commencé à sortir en suivant la ligne sous la direction de Nuno. Alors que Nuno menait le groupe, il a soudainement senti Malcolm le toucher. Malcolm lui signalait que Peter n'était plus derrière eux. Nuno est revenu sur ses pas pour voir où Peter était passé et a remarqué qu'il était entré dans un tunnel latéral. Nuno a tapoté Peter pour attirer son attention et lui a fait signe de revenir vers la ligne de vie et de sortir de la grotte. Cependant, alors qu'il repartait, Peter a de nouveau disparu. Cette fois, Nuno et Malcolm ont supposé qu'il avait pris l'autre sortie pour éviter le passage étroit qu'ils utilisaient eux-mêmes. Ils ne sont donc pas retournés le chercher. Lorsque Nuno et Malcolm sont remontés à la surface et ont réalisé que Peter n'était pas là, qu'il n'était toujours pas sorti, après un certain temps, ils ont plongé une nouvelle fois pour le chercher. Ils ont cherché le long de la ligne de vie, même dans les tunnels latéraux, mais il n'y avait aucun signe de lui. Après 4 longues heures, ils ont épuisé leur bouteille d'air, la boue remuée réduisait la visibilité à presque rien. Finalement, tard cet après-midi-là, ils sont sortis de la grotte, ont appelé les secours. Les pompiers sont arrivés, mais n'ayant pas d'expertise en plongée souterraine, ils ont dû attendre les plongeurs de la police. Dans la soirée, la vase était tellement agitée que la visibilité était fortement altérée. La police a interrompu les recherches pour la nuit, convaincue qu'elle chercherait désormais un corps plutôt qu'un survivant. Ce que personne ne réalisait, c'est que Peter n'était pas mort du tout. Il s'était égaré dans un tunnel secondaire. La structure complexe en 3 dimensions de la grotte, combinée à l'absence de ligne de vie, à la vase remuée, va à l'obscurité. Cela rendait son orientation presque impossible. Après avoir essayé de nombreux chemins possibles, Peter a trouvé une petite salle, a décidé d'y attendre les sauveteurs. Il a braqué sa lampe vers l'eau, dans l'espoir de signaler sa présence à ses amis. Mais comme personne ne venait après un long moment, il l'a éteinte pour économiser le peu de batterie qui lui restait. Il a essayé de faire du bruit en frappant sa bouteille d'air contre les rochers, mais en vain. Finalement, il s'est épuisé, s'est endormi, a perdu la notion du temps. Après cette première nuit de recherche, la police a fermé la grotte pour que personne d'autre ne puisse y entrer. Malheureusement, la vase a mis beaucoup de temps à se déposer, la visibilité est restée médiocre. Convaincu que Peter n'avait pas survécu, la police a décidé d'attendre une semaine entière avant de reprendre les recherches. Le 6 octobre, soit 7 jours, après la disparition de Peter, ils sont revenus mais n'ont trouvé aucun signe de lui. Une autre semaine a passé avant qu'il naissait à nouveau, mais il était introuvable. Pendant ce temps, Peter était toujours en vie. Il avait passé 14 jours dans l'obscurité totale, affamé, ayant perdu beaucoup de poids. Espérant trouver une issue, il a décidé de suivre un passage partant de la petite pièce où il s'était abrité. Après avoir parcouru 120 pieds loin de l'eau, il a découvert que ce n'était qu'une impasse. Il est donc retourné à sa place près de l'eau pour attendre une fois de plus les sauveteurs. La police a continué les recherches chaque week-end pendant 6 semaines, mais ils ne l'ont jamais trouvé, ont abandonné sans résultat. À ce moment-là, ils ont rouvert les sections sèches de la grotte, mais ont gardé la section aquatique fermée. Des volontaires ont alors commencé à chercher une connexion entre les réseaux de grottes sèches, humides, Nuno s'est joint à eux. Ses contributions ont été cruciales, car c'est lui qui a découvert le passage permettant d'entrer dans la section humide. C'est là qu'ils ont trouvé une série d'empreintes de pas menant à une impasse, peu après le corps de Peter. À côté de son corps se trouvait un message qui disait « Je vous aime chérelle, maman ». On a découvert plus tard qu'un sauveteur était passé tout près de lui, en entrant dans une ouverture qui n'était qu'à 100 pieds. L'autopsie a révélé qu'il était mort de faim après 3 semaines passées dans la grotte. Bien que l'on puisse critiquer sa décision d'explorer, seuls nous devons respecter le fait qu'il s'est battu pour survivre jusqu'à la fin. L'incident de Crooked Swamp, c'était le 27 mars 1982. Donald Wellner, ainsi que ses 2 fils Christopher Roger, s'apprêtaient à diriger un groupe de 12 scouts. Ce n'était pas la première fois que Donald faisait de la spéléologie, il n'était pas trop inquiet. Donald était plus costaud que les autres participants, donc s'il pouvait passer, le reste du groupe le pourrait aussi.
À 14 heures, ils sont entrés dans la grotte par son entrée de 16, par 28 pouces se sont arrêtés dans une salle. Donald se trouvait du côté et a remarqué plusieurs tunnels plus petits partant de la salle. Cependant, comme il ne savait pas quel passage serait trop étroit, Donald a décidé d'en vérifier un. Cela impliquait un passage très serré, mais semblait s'ouvrir sur une autre section, alors il a essayé de forcer le passage. Le passage mesurait 10 à 8 par 20 pouces, si étroit qu'il ne pouvait pas ramener ses bras en arrière ni lever la tête. Il était suivi par ses fils tout en avançant grâce à la boue glissante, il leur rapportait ce qui se passait. Tout semblait normal jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Alors qu'il se hissait, il a réalisé que le sol sous lui disparaissait. Donald a glissé dans une crevasse étroite vers la boue glissante, l'a empêché d'arrêter sa chute. Ses mains étaient coincées, ne lui laissant aucun appui pour se hisser. Pour aggraver les choses, le chemin était incliné d'environ 30 degrés, il devait donc lutter contre la gravité. La crevasse ne mesurait que 5 pouces de large, la boue glissante faisait que son corps s'enfonçait de plus en plus. Il a dit à ses fils de lui tirer les pieds, mais après plusieurs tentatives, il leur a dit d'aller chercher Jim. Après un moment, Jim a lui aussi réalisé qu'ils ne pourraient pas libérer Donald par leurs propres moyens. Donald a expliqué que des rochers s'étaient desserrés lorsqu'il avait glissé, qu'il se coinçait contre son corps. Chaque fois qu'ils essayaient de le tirer vers l'arrière, les rochers meubles glissaient vers l'avant, bloquaient le passage. Jim est sorti de la grotte pour appeler à l'aide. Des spécialistes du secours en grotte, la police, sont arrivés pour tenter une intervention. Comme une seule personne pouvait se glisser dans cet espace, ils ont essayé d'utiliser des cordes pour libérer Donald. Cela n'a pas fonctionné non plus, ils ont donc apporté des outils pour essayer de briser certains rochers. Cependant, des heures de travail n'ont mené qu'à de petites avancées, la situation de Donald a empiré. Il avait soif, il avait faim, se trouvait dans un environnement très froid, l'hypothermie était une préoccupation. Les spéléologues ont envisagé d'entrer par l'autre côté pour donner à Donald de la nourriture, de l'eau. Mais ils ont découvert que le passage menant à l'endroit où il gisait était extrêmement étroit. Seuls 2 spéléologues de très petite taille, les sœurs Lynn, Nancy Taylor, ont pu s'y glisser. Mais même là, elles ne pouvaient pas atteindre la tête de Donald, il n'y avait donc aucun moyen de le ravitailler. Les sauveteurs ont décidé de creuser depuis la surface jusqu'à l'endroit où Donald était coincé. Le processus a duré tout le dimanche, les rapprochant de la profondeur requise. Malheureusement, il se trouvait à environ 12 pieds de sa position, il devait donc creuser latéralement. Pendant ce temps, Donald a commencé à ne donner que des réponses par grognement, signe d'hypothermie. Le lundi matin, alors que 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'il s'était coincé, le creusement a continué. Mais l'équipe a rencontré un autre problème, des couches de roche-mer extrêmement dures qu'il était impossible de percer. À ce stade, ils n'étaient pas sûrs que Donald soit encore en vie. Ils ont envoyé une infirmière dans la grotte avec un appareil Doppler pour voir s'il avait encore un pouls. Elle n'a pas pu en détecter un, mais ce n'était pas une preuve car elle n'avait accès qu'à ses jambes froides. Parfois, les organes vitaux peuvent fonctionner après que les extrémités ont cessé d'enregistrer un pouls. Voyant l'état de Donald se détériorer, les sauveteurs ont commencé à utiliser de la dynamite. C'était extrêmement risqué, mais semblait être la seule option restante pour l'atteindre. Le mardi matin, ils ont enfin réussi à atteindre son emplacement, un médecin a été envoyé. Mais comme beaucoup le craignaient, Donald était déjà mort. Il a fallu une journée entière pour récupérer son corps, une autopsie a confirmé l'hypothermie. À la suite de son décès, l'accès au réseau de grottes a été limité. L'incident d'Agen Alwed, Roger Solari Martin Farr, voulait cartographier le réseau. À l'époque, John Parker avait abandonné la mission après avoir découvert un 3e siphon. Martin Roger voulait cependant continuer pour voir ce qui se trouvait au-delà. Le premier voyage a été effectué par Martin seul, car Roger s'était blessé au genou. Atteindre le 3e siphon était un exploit, car l'itinéraire était tortueux, durer des heures. Le premier siphon se trouvait à environ 1 mille à l'intérieur de la grotte. Les 2 premiers siphons étaient courts. Martin les a donc traversés assez facilement. Cependant, le 3e siphon était beaucoup plus long, personne ne l'avait encore pleinement exploré. Heureusement, il a réussi à le traverser à la nage sur environ 850 pieds. De l'autre côté, il a trouvé un passage en zigzag menant à un 4e siphon inconnu. Martin a réalisé qu'il n'aurait probablement pas assez d'air pour l'explorer, puis revenir. Il a passé les heures suivantes à ressortir, prévoyant d'attendre Roger pour le prochain voyage. Lorsqu'ils sont revenus le 15 juin 1974, ils ont apporté des bouteilles supplémentaires. Ils ont atteint le siphon 4 ont commencé à le plonger avec un fil d'Ariane. Après environ 400 pieds, Roger a terminé sa ligne, il avait des problèmes de sinus. Malgré cela, ils ont décidé de continuer, mais ils ont commis une erreur importante. Il existe un concept appelé la règle des 3 tiers pour la consommation d'air en plongée.
Ils avaient déjà utilisé leur premier tiers, aurait dû faire demi-tour quand la ligne s'est épuisée. Martin a supposé que Roger sortirait pendant que lui continuerait d'avancer. Il est arrivé à un mur de roches de gravier, ce qui pouvait indiquer une poche d'air. À ce stade, il avait largement dépassé la moitié de sa bouteille, cela devenait risqué. Il a continué jusqu'à atteindre de la roche solide, confirmant qu'il n'y avait pas d'air. Apercevant un passage sur la droite, il a exploré encore un peu, mais c'était une impasse. Lorsqu'il est revenu sur ses pas, il a été choqué de voir que Roger était toujours là. Martin a signalé qu'il devait rentrer, mais Roger a tenté de localiser la poche d'air. Martin a continué jusqu'à ce que sa bouteille principale soit vide et passé sur la réserve. Cela ne lui donnerait que peu de distance dans les siphons restants, ce qui était à peine suffisant. Il visait à atteindre une bouteille partiellement remplie qu'il avait placée auparavant entre les siphons. Sortant enfin du siphon 4, Martin s'est assis sur la rive attendant Roger. Après 20 minutes, sans signe de Roger, Martin a réalisé que l'air allait manquer. Après 1 heure, Martin était certain que l'air de Roger était épuisé. Martin est retourné dans l'eau, va essayer de tirer sur le fil d'Ariane, mais il n'était plus connecté. Il avait été coupé à environ 430 pieds, probablement lors d'un changement de bouteille. Ceci combiné à la vase a réduit sa visibilité, il a peu être nagé dans la mauvaise direction. Martin est resté calme, a réussi à naviguer dans les siphons suivants en toute sécurité. Il a immédiatement alerté les autorités, la recherche du corps de Roger a commencé. Les restes de Roger n'ont été retrouvés qu'en 1986, 12 ans plus tard. Le corps a été laissé dans la grotte, une plaque a été placée en l'honneur de Roger. Un autre explorateur a finalement localisé la poche d'air à 875 pieds à l'intérieur. Elle a été nommée la chambre against all odds. Martin n'a plus jamais enfreint la règle des 3 tiers. L'incident de Floyd Collin. Fin décembre 1924, il a découvert Sandcave. Il a conclu un accord avec les propriétaires pour recevoir 50% des bénéfices de l'exploration. Floyd a passé des heures chaque jour au cours des semaines suivantes à creuser de plus en plus profondément. Le 30 janvier, il neigeait dehors. Floyd est entré dans la grotte pour y trouver quelque chose de choquant. En rampant avec une lanterne, il a atteint ce qu'on appelait la salle du demi-tour. Le seul moyen d'aller plus loin était de passer par un minuscule trou étroit appelé le squeeze. Floyd a réussi à passer, a vu un puits étroit descendant d'environ 10 pieds. En s'accroupissant, il a enlevé les débris, a finalement vu une ouverture vers la grotte principale. Il a attaché une corde, a descendu une chute de 80 pieds, s'émerveillant du spectacle. Voulant éviter d'être laissé dans le noir, il a remonté, a commencé à revenir à reculons. Malheureusement, sa lanterne a glissé, s'est brisée, le laissant dans l'obscurité totale. Incapable de voir, il a fait tomber une roche qui a atterri sur sa jambe gauche, le piégeant. Plus il bougeait, plus les rochers tombaient, le coinçant davantage. Il a alors crié à l'aide. Le lendemain matin, 2 des propriétaires sont arrivés, ont découvert son manteau à l'extérieur. Leur fils Joel a continué, a fini par trouver Floyd, qui lui a demandé d'appeler ses frères. Marshall et Collin ont atteint l'entrée, trouvant une foule croissante, observant la tentative de sauvetage. Marshall un autre homme sont entrés pour élargir le passage, creusant avec précaution. À 16 heures, Homé est arrivé, s'est senti coupable d'avoir refusé de venir plus tôt. La glace fondante des feux extérieurs a canalisé l'eau, la boue glacée vers Floyd. Après 8 heures passées avec lui, ses frères ont dû se reposer, Homé s'est emporté contre la foule. Des journalistes sont arrivés, la confusion s'est propagée, certains prétendant que Floyd était mort. Marshall a offert une récompense à quiconque sauverait son frère, la trouver vivant lors d'une visite. Homé a travaillé sans relâche jusqu'à l'épuisement total, aux besoins de soins médicaux. Le mardi soir, un reporter a installé une ampoule près de Floyd, a exposer ses jambes. Son histoire a attiré des foules encore plus grandes, affaiblissant encore plus les parois de la grotte. À la 123e heure, l'entrée du puits s'est effondrée, bloquant tout accès ravitaillement. Une équipe a commencé à creuser un nouveau tunnel surveillant sa respiration via le scintillement de l'ampoule. Ils ont creusé sans relâche mais sans nourriture, ni eau, séchant s'amenuisait rapidement. Le vendredi 13 février, un ouvrier a rapporté avoir entendu des gémissements à 10 pieds. Cependant, le 6 février, un ouvrier a atteint Floyd, la trouver déjà décédé. Après un certain temps, son frère Homer a organisé le retrait du corps pour une sépulture décente. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres similaires ou rejoignez mon Discord.